Bonjour à toutes et à tous, Fabrice, bonjour. Pour cette 5e séance de Il était une fois la géopolitique, nous avons choisi d'aborder donc une thématique décalée et un peu plus ludique, puisque nous allons traiter des séries actuelles, et notamment voir si elles reflètent les évolutions géopolitiques. Effectivement, le choix de ce sujet me paraissait intéressant, d'une part parce qu'il est décalé et ludique comme vous l'indiquez, et que c'était peut-être un clin d'œil pour cette fin d'année, mais parce qu'il y a un réel changement par rapport aux séries qu'on a connues il y a 20 ou 30 ans. Les séries d'il y a plusieurs dizaines d'années avaient une vocation purement de détente ou purement ludique. Je pense notamment à un certain nombre de séries, principalement les séries policières. On peut citer Columbo, on peut citer Starsky Hutch. Une série peut-être d'ailleurs met plus en exergue cette situation, Miami Vice, pas très connue de la part de nos apprentis, mais dont la seule chose qu'on avait dans les relations internationales, c'est que finalement les protagonistes avaient fait tous la guerre du Vietnam, dont on voit bien qu'elle était un trauma pour la société américaine. Aujourd'hui, on a des séries qui, directement ou indirectement, sont plus en lien avec les relations internationales et la géopolitique, ce qui amène un certain nombre de modifications sur les personnages, dont les caractéristiques évoluent et ne sont plus les mêmes, et ce qui a aussi un impact assez fort sur les scénarios qui sont différents. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'est pas inintéressant de voir quelles sont les interférences qu'il y a entre la géopolitique d'une part et les séries d'autre part, parce qu'on peut imaginer que finalement les séries sont en train de refléter une évolution de nos sociétés à l'heure actuelle. Fabrice, selon vous, quelles sont les séries les plus représentatives donc, de ces changements ? Il y en a principalement 4, il y en aurait peut-être une 5e de façon plus indirecte. Alors je vais prendre peut-être le temps de les citer et puis de les remettre un peu dans leur contexte pour essayer de donner envie à nos étudiants que d'aller les voir. Il y a 3 séries américaines, une série française et puis une 5e qui serait britannique. Bon, parmi les 3 séries américaines qui seraient directement en lien avec les relations internationales, on a bien sûr Game of Thrones, qui est une série emblématique, celle-là généralement qui est la plus connue de nos étudiants. Il y a Homeland, dont la 6e saison d'ailleurs est en train de se dérouler en France. Et puis, il y a une série qui me paraît très très importante par rapport à l'impact psychologique, c'est House of Cards, avec l'acteur qui joue donc le chef d'État ou l'homme politique, Frank Underwood. Ensuite, il y a une série française, je pense que c'est suffisamment rare pour le souligner, qui est vraiment d'un très très haut niveau, qui est Le Bureau des légendes, qui là aussi est à sa 3e saison et qui est en train de passer. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le courant de nos questions, parce que c'est une série dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est d'une très très grande qualité, surtout dans sa capacité à reproduire le réel. Et enfin, il y a une 5e série britannique qui s'appelle Downton Abbey, qui est un peu différente parce qu'elle remet en place le monde aristocratique britannique du XXe siècle, avec ses modes de fonctionnement, ses règles, mais en réalité c'est tout l'environnement qui tourne autour de cette famille britannique et qui montre à quel point il y a un impact des relations internationales. En 1913-1914, mais paradoxalement on va y revenir, ça nous apprend plus sur le monde d'aujourd'hui et la psychologie d'aujourd'hui que sur le monde de 1914. Fabrice, comment expliquer le succès de ces séries qui s'inscrivent pourtant de plus en plus dans une réalité géopolitique et dont l'audience est sans égale ? Alors c'est vrai que la question telle que vous la posez souligne une sorte de paradoxe, car les sujets ont l'air de plus en plus sérieux, parfois aussi un peu difficiles, parce qu'on aborde des thématiques politiques ou des services secrets qui sont complexes, et pourtant l'engouement est très important, voire grandissant. Alors je vais peut-être d'ailleurs m'arrêter dans un premier temps sur la première dimension de votre question. Il y a un engouement des séries à l'heure actuelle qui est sans égal dans l'histoire du cinéma ou des séries américaines ou autres. Je prends déjà alors, la plus importante, Game of Thrones. Il faut savoir qu'il y a des communautés entières qui sont en train de se créer depuis plusieurs années. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que même en cours de géopolitique, parfois, quand on évoque un certain nombre de réalités, on a des apprentis ou des étudiants qui ont un réflexe. Alors, il y a une phrase qui est emblématique dans Game of Thrones, c'est Winter is coming. Donc en gros d'ailleurs, le danger est en train d'arriver. Et on voit bien sur les réseaux sociaux, sur les forums, que dès qu'il y a des questions concrètes ou réelles, il y a un certain nombre de personnes qui se rallient rien qu'à l'énoncé de cette phrase, The winter is coming. Donc on voit bien que là, il y a un impact qui est absolument incroyable sur le fait qu'on arrive à tout synthétiser ou singulariser à travers une phrase. Il y a un autre aspect qui est assez intéressant à souligner, c'est qu'une série comme House of Cards, qui est uniquement centrée normalement sur la politique américaine,
connaît un engouement partout dans le monde et que le pays dans lequel elle est le plus regardée, c'est la Chine. La raison pour laquelle cette série est regardée d'ailleurs en Chine est assez amusante, c'est qu'on va y revenir. Dans House of Cards, les acteurs se montrent sous un cynisme certain, c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, en Chine, ça plaît beaucoup parce qu'on a le sentiment que les Américains sortent un petit peu de leur habitude qui se veut pétrie de morale ou moralisatrice, et que donc maintenant qu'on a des chefs d'État américains qui sont plus classiques, on va enfin pouvoir discuter avec eux et revenir dans un monde normal. Donc c'est assez amusant de voir que ces séries peuvent plaire, mais pour des raisons qui sont différentes selon les zones culturelles dans lesquelles elles sont appréhendées. Donc ça, c'était la première dimension de votre question. Alors après, la deuxième dimension de votre question, c'est qu'on a le sentiment que ce succès, il est aussi dû sur le fait que, indépendamment des faits réels ou non, ça on va y revenir dans les questions successives, il y a dans ces séries une capacité à remettre un sentiment qu'on sent assez partagé aujourd'hui et qui est un sentiment anxiogène. Ça me paraît très très fort. Ça permet d'ailleurs de marquer la césure, la différence qu'on énonçait précédemment avec les séries d'il y a 20 ou 30 ans, qui étaient globalement positives, dans lesquelles le héros gagnait systématiquement, dans lesquelles il n'y avait pas vraiment d'interrogation. Or aujourd'hui, on baigne dans une ambiance, dans une atmosphère qui est assez angoissante, voire anxiogène. Alors évidemment, déjà, on peut prendre le générique de Game of Thrones, qui dure à peu près 2 minutes, et c'est assez intéressant, parce que ce générique démontre 2 fois un petit peu l'angoisse qui baigne. D'abord, parce que on voit des cités qui se développent au fur et à mesure, qui arrivent à leur apogée, puis ensuite qui sont amenées à être détruites ou qui s'écroulent sur elles-mêmes. Donc déjà, on voit bien qu'il y aura une naissance, une apogée et puis une fin. Et puis surtout, il y a le fameux mur qui est immense, donc à la frontière sur le nord. Alors je rappelle quand même pour nos apprentis qu'on voit bien que là, il y a un lien très important avec l'histoire, puisque c'est le mur d'Adrien construit entre 122 et 127 après Jésus-Christ, qui marque la césure entre l'Écosse actuelle et l'Angleterre actuelle. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le feuilleton, on est sur un mur d'une taille absolument hallucinante en termes de hauteur, et que d'ailleurs, d'un point de vue psychologique, on peut se demander si la taille du mur, tant dans sa hauteur que dans sa longueur, ne montre pas l'importance de l'angoisse face à un danger qui viendrait de l'extérieur. Donc il y a un besoin de se protéger, de s'enfermer derrière une frontière, et ça me paraît assez représentatif d'un certain nombre de questions qu'on se pose en géopolitique, quand on se rappelle le problème des migrants avec l'Europe centrale, le mur en Hongrie, ou les propos de Donald Trump. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que il y a une angoisse parce que la mort, la tragédie ou le risque est omniprésent partout. Quand on prend Game of Thrones, on voit bien qu'il y avait un ordre préétabli avec un roi, mais que personne n'est véritablement à même de succéder au roi, donc les familles se disputent, et en gros, chaque fois qu'on a le sentiment qu'une famille est en train de prendre l'ascendant sur les autres, elle disparaît et elle sort pratiquement de l'histoire. Enfin, pour les connaisseurs, on évoquera la saison 1, la maison des loups. On voit bien qu'en réalité, normalement, cette famille est censée ou semble dominer la situation, et puis elle disparaît quasiment totalement à la fin de la première saison. Ça, c'est totalement impossible à imaginer dans des séries d'il y a 20 ou 30 ans. Et là aussi, en termes de référence historique, c'est intéressant parce que la série s'articule clairement sur la guerre des Deux Roses, qui a eu lieu au XVe siècle, entre 1455 et 1485, les York et les Lancaster. Ça a été une guerre civile au Royaume-Uni, et cette guerre civile a été très dure puisqu'on assassinait les femmes ou les enfants. Chacune des familles régnantes essayait d'exterminer la famille opposée pour être sûr qu'il ne soit plus possible d'être remplacé par, on va dire, l'autre dynastie. Donc ça a été une guerre civile particulièrement dure, tragique, et on voit bien qu'elle sert de lame de fond pour exprimer un contexte qui est particulièrement violent. Dans Game of Thrones, c'est une évidence. La mise en place d'une telle ambiance n'a-t-elle pas des conséquences sur la psychologie des personnages et sur la vision qui est donnée de la politique ? Les logiques telles qu'on vient de les énoncer ont une double conséquence ou répercussion, vous avez raison. La première, c'est que les personnages n'agissent plus du tout de la même manière et sont en fait circonscrits à des logiques de moralité, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, qui sont fort différentes. Et évidemment, ça va nous amener sur une situation beaucoup plus instable en termes de scénario. Alors, si vous voulez bien, on va d'abord s'arrêter dans un premier temps sur les personnages, parce que je pense que c'est très intéressant. Dans la totalité de ces séries, les personnages, en réalité, si on devait leur accoler 2 ou 3 caractéristiques, ce serait de dire qu'ils sont parfaitement cyniques,
est totalement machiavélique. Là, on peut reprendre Game of Thrones. En réalité, on voit bien qu'il y a une famille, les Lannister, c'est celle qui s'impose de plus en plus. Donc c'est la famille du lion pour les initiés. Elle traverse les 6 saisons. Et en réalité, les 2 ou 3 personnages principaux, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Donc Tyrion, le nain, dont on ne peut pas s'empêcher d'ailleurs que c'est une sorte de réminiscence par rapport à Napoléon. Et il y a Cersei, et puis il y a le père. On voit bien qu'en réalité, on est sur des logiques très pragmatiques. Mais il faut faire attention parce que c'est un peu plus subtil. C'est pas forcément le mal pour le mal. C'est le fait de dire, il y a un moment, il va falloir en politique ou en géopolitique faire des choses qui ne sont pas totalement recommandables pour arriver, in fine, à une situation qui est meilleure. Donc c'est assez intéressant parce que si on prend un ouvrage de Marianne Chaillan qui a été faite, c'est une philosophe pour des prépas en France, elle a appelé ça Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. On voit bien que quelque part, c'est d'ailleurs une série dans laquelle on ressort Machiavel, on ressort Hobbes, omni lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Donc il y a une nécessité finalement d'être très concret dans le réel, presque parfois cynique, pour presque arriver à un ordre établi. Donc c'est pas le mal pour le mal, mais c'est quand même une dimension qui n'existait pas dans les séries américaines il y a quelques années. Alors là, évidemment, on fait une transition avec House of Cards, parce que là, généralement, pour les initiés, ça plaît beaucoup. D'abord, il faut rappeler que Frank Underwood, donc le personnage clé, est un homme politique américain qui ne cherche qu'une seule chose, c'est à monter au pouvoir, en faisant fi de toute moralité, et que tous les moyens sont bons pour y parvenir, puisqu'il va même jusqu'à assassiner de ses propres mains un certain nombre de personnes qui l'entourent. Donc là, ça va quand même très très loin. Il y a une dimension technique qui est très très bien vue, c'est ce qu'on appelle le 4e plan, parce qu'en réalité, Frank Underwood partage avec nous ses logiques, ses réflexions, ses stratégies, qui normalement devraient rester purement internes dans la réflexion, mais en réalité il se retourne vers la caméra et il donne objectivement, clairement, quelle est son analyse ou son jugement. Donc ça donne une dimension assez décalée, d'ailleurs c'est très très bien vu, un peu jeu vidéo, c'est assez intéressant, et au fur et à mesure des saisons, elles ne sont pas toutes de niveau égal. Moi, je conseille surtout à nos apprentis, peut-être la première pour s'initier, puis ensuite la 3e et la 4e. On voit bien que l'acteur est de plus en plus dans la manipulation. Ça, c'est un terme qui me paraît important. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une série dont la 4e saison est sortie dans le courant de l'année 2016 et dans laquelle Frank Underwood partait en primaire aux élections américaines. Et donc, c'était concomitant avec les élections américaines telles qu'elles se sont mises en place. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça manifeste apparemment une évolution de l'état d'esprit de la société américaine. Auparavant, si on prend d'ailleurs une série qui a 10 à 15 ans, The White House, un président faisait parfois des choses peu recommandables, mais c'était clairement pour s'inscrire d'emblée dans une logique moralisatrice ou du bien. Alors que là, il y a presque une sorte de satisficite à être dans le mal. Là aussi, prenons le générique, si vous me le permettez. On a un générique d'à peu près 1 minute. On part sur le centre politique des États-Unis, le Capitole, on est en pleine journée, la caméra est assez haute, et puis au fur et à mesure où le générique s'enchaîne, on a des images qui s'accélèrent, mais on s'éloigne du centre de la capitale américaine, la pénombre commence à s'installer, on traverse d'ailleurs un fleuve, c'est assez intéressant quand on se rappelle l'histoire de l'Antiquité, donc c'est franchir le Rubicon, c'est-à-dire franchir normalement quelque chose qui est interdit, et puis on arrive dans une zone assez désolée, Garbage Time, qui nous rappelle Shakespeare. Pour les anglo-saxons, l'évocation de Shakespeare est toujours importante, et il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, et là on sent bien que volontairement, on va faire des actions peu recommandables, et la caméra repart ensuite vers le centre-ville, mais elle est totalement à ras du sol et totalement dans l'obscurité et revient vers le Capitole qui lui seul est éclairé. Et donc là, on finit en plus sur un drapeau américain qui est inversé. Quand on connaît l'attachement des États-Unis ou des Américains vers le drapeau, là il y a un symbole qui est très fort. En réalité, on va totalement renverser nos valeurs et on va totalement agir de façon contraire à ce à quoi on a accoutumé le monde, mais tout est bon pour garder le pouvoir. Et là, il y a une lecture à la fois intérieure, avec la communauté WASP, qui, de par des raisons démographiques, a peur de perdre le pouvoir, et à l'extérieur, où les Américains se sentent menacés, mais disent, dorénavant, on ne suivra peut-être pas toujours la moralité, mais on va s'efforcer de continuer à maîtriser les relations internationales. Donc là, je trouve que le personnage de Frank Underwood est très intéressant sous ces aspects-là. Là, on a une dimension cynique des personnages qui est assez commune à toutes les séries qu'on est en train d'évoquer. Et puis alors, ça amène une 3e situation, c'est qu'auparavant, alors
là je sors tout d'un coup des séries, mais je parle des films, on prend les westerns américains des années 30 ou 40 en noir et blanc, la fin était évidente. Enfin, en gros, tous les cow-boys étaient sur des chapeaux gris, il y avait, par contre il y en a deux, il y en avait un chapeau noir, un chapeau blanc, les deux finissaient en duel, et à la limite on pouvait s'absenter pendant 10 minutes pour aller chercher son coca ou son popcorn, on savait que le chapeau blanc tuait le chapeau noir, a fortiori c'était John Wayne. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce contexte-là, aujourd'hui les héros meurent. Ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire, ceux qui défendent le bien ou la moralité ont tendance à disparaître. La famille des loups, c'est les Stark. C'est assez intéressant, parce que Ned Stark a fait une promesse au roi, et donc parce qu'il fait une promesse au roi, il quitte sa famille, il quitte la gestion de son territoire, malgré le fait qu'il soit menacé, pour assurer la sécurité du roi, qui d'ailleurs lui en est peu reconnaissant. Et en réalité, il en meurt, et sa famille en meurt aussi. Il y a un étudiant... un jeune qui avait fait d'ailleurs un site qui était assez marrant, c'est pourquoi Ned Stark est-il un imbécile. Donc ça veut dire que dans la communauté même, on est en totale contradiction avec ce qu'on perçoit comme de la naïveté, c'est qu'il montre bien qu'il y a une évolution psychologique que les séries ont réussi à capter. Aujourd'hui, les observateurs, ou tout simplement ceux qui apprécient ces séries, n'accepterait plus d'être dans des séries qui seraient aussi, j'ai presque envie de dire, bon enfant et naturelles. Et c'est ce en quoi, à mon avis, on voit une vraie évolution de l'état d'esprit. J'ai le sentiment que si on avait été un peu plus attentif à la 4e saison de House of Cards, il eût été facile pour certains observateurs de peu plus anticiper l'emprise croissante de Donald Trump sur la société américaine. Finalement, il est peut-être moins une surprise qu'attendu, parce qu'il est peut-être plus une réponse à une évolution de la société américaine que ce qu'on s'imaginait de prime abord. Les événements évoqués dans ces séries sont-ils toujours déconnectés, selon vous, des réalités géopolitiques ? Alors c'est ça que je trouve intéressant et passionnant, parce que là, pour l'instant, à travers nos réponses, on montre qu'il y a un impact fort d'un point de vue psychologique, il y a un impact fort en termes d'ambiance, mais après la question que vous posez est très judicieuse, c'est-à-dire est-ce que les faits avérés sont réels ou pas. Pour ce qui est de Game of Thrones, on voit bien que là, non, c'est dans du médiéval fantastique. Pour ce qui est de House of Cards, le personnage est fictif. Par contre, ce qui est assez troublant, c'est que sur d'autres séries, on est sur une imbrication avec le réel qui parfois est concomitant avec les événements. Là, on peut prendre peut-être 2 ou 3 séries pour illustrer nos propos. D'abord, si on prend une série comme Homeland, qui est en train donc d'être sur la 6e saison, alors en plus, c'est assez intéressant parce que les lignes éditoriales ne sont pas les mêmes. Les 3 premières saisons, on a un sergent américain, le sergent Brody, qui revient d'opération au Proche-Moyen-Orient, qui a été emprisonné. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement il est totalement rentré fidèle aux États-Unis, ou est-ce que finalement il a basculé dans l'acquisition d'une religion sur le fait de passer à l'ennemi. Bon. Mais la saison qui me paraît la plus intéressante d'Homeland, c'est la saison 4 et la saison 5. Pourquoi ? Parce que dans la saison 4, Kerry Mathison, qui est donc une agente de la CIA, elle s'occupe du bureau au Pakistan, et on voit bien toutes les nuances, pour ne pas dire la duplicité, qui existe aujourd'hui de fait dans les services secrets pakistanais, dont une partie souhaite, pour différentes raisons politiques, rester alliée aux Américains, et dont l'autre partie a plus tendance à basculer du côté des fondamentalistes, ou on va dire d'une alliance avec l'Afghanistan. Donc on se retrouve sur des faits vraiment qui sont profondément ancrés dans la politique du réel, avec des drones. Ce qui était assez étonnant d'ailleurs sur la 5e saison, c'est que la 5e saison évoquait un attentat en Allemagne, avant même qu'il y ait les attentats en Allemagne en décembre 2016. Donc là on en a une première preuve. Dans Downton Abbey, c'est un peu différent, cette série britannique, parce que finalement, là c'est imbriqué avec le réel de façon indirecte, puisque on est à un siècle d'intervalle. Mais néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que la Première Guerre mondiale arrive, et que la Première Guerre mondiale est en train justement de faire tomber l'aristocratie de son piédestal, que la société britannique va être totalement bouleversée, qu'on va arriver avec l'avènement du communisme, du fascisme dans les années 20, à des logiques qui ne sont pas du tout connues à l'époque. Et là, il y a une vraie symétrie à faire aujourd'hui, avec un tas de puissances qui sont en train d'arriver à maturité, avec la sortie de la guerre froide. On voit bien un monde en gestation, dont on voit bien celui qui est perdu, mais dont on ne sait pas encore forcément quel est celui qui est à venir. Donc là, il y a une transposition de l'anxiété et de la perplexité face au nouveau monde qui est assez intéressante. Et puis il y a le Bureau des légendes qui est à sa 3e saison, et là on est totalement dans le contexte de Daesh et de la Syrie, avec des services secrets français qui donc mènent différentes opérations. Une chose pour peut-être donner davantage envie aux gens qui nous regardent ou qui nous visionnent que d'aller voir cette série, il faut savoir qu'elle a été faite la première année en collaboration avec l'État français et l'accord de la DGSE, puisque c'est de la DGSE dont il s'agit, donc la Direction Générale des Services Secrets Français Extérieurs.
et que ça a tellement plu à DGSE que pour la 3e saison, elle a été programmée de manière préfavorable pour eux dans une salle où il n'y avait que des agents de la DGSE qui regardaient la série. Et tout le monde s'accorde à dire que ça a assez surpris d'ailleurs, les locaux même parfois sont assez représentatifs, c'est assez bluffant, alors que la DGSE avait autorisé assez peu que l'intérieur soit filmé ou même photographié, pour pas dire pas du tout, mais en réalité les réalisateurs s'en sont assez bien souvenus, et on voit bien que là on n'est pas du tout dans des films à la James Bond, avec une action permanente, mais on est plutôt sur des recherches d'informations et sur le fait de monter des opérations. Donc là oui, on est très très proche de la réalité, et dans les process, d'une part, et dans le contexte géopolitique. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que les séries sont en train de s'imposer de manière accrue, dont je pense le public, parce que en plus, on est en train d'avoir un lien avec les personnages qui s'amplifie. Puisque par définition, on a des personnages, pour certains, qui se pérennisent de saison à saison. Donc on a l'impression de parfaitement les connaître et ils nous accompagnent dans nos vies, ils nous accompagnent dans nos psychologies, ce qui n'est pas possible avec les films. Et il y a une autre interactivité, c'est que les fans écrivent aux scénaristes en disant mais on souhaiterait que ça évolue comme ça ou on n'apprécie pas que ça évolue comme ça. Donc là, en réalité, les séries influencent l'opinion publique, mais l'opinion publique, elle-même qui est empreinte de géopolitique, influence le scénario des séries. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça finit même par avoir un impact sur le cinéma. Si on prend, à mon sens, un film ou un enchaînement de films qui est bien connu, La Guerre des Étoiles, où d'ailleurs il y a une multiplication des films qui permettent de mettre une certaine réciprocité ou similitude de fonctionnement avec les séries, on voit bien que finalement, il y a un personnage. Alors là, c'est polémique sur les fans. Là, j'espère que les étudiants ont remarqué qu'on aurait essayé de rien spoiler, selon l'expression consacrée. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage qui paraissait le plus emblématique ou le plus central dans le premier Star Wars, c'est bien sûr le jeune Luke Skywalker. Mais si on fait une comparaison avec un écrit du 19e siècle, d'Artagnan, finalement, c'est le très très jeune, qui suit plus son instinct que sa réflexion, qui bien sûr tombe amoureux de la princesse, mais qui fait fi de tout raisonnement politique. Et ce qu'on regarde, ce qu'on constate dans La Guerre des Étoiles, c'est que finalement le personnage qui est le plus omniprésent, qui a le plus de profondeur, qui a un passé, qui a une histoire, qui a une évolution, c'est Dark Vador. Et c'est assez intéressant parce que ça donne une dimension beaucoup plus dark à la série. Et quand on regarde d'ailleurs les derniers épisodes qui sortent, j'imagine qu'aujourd'hui tout le monde les a vus, Rogue One, en réalité les bons gagnaient la fin mais ils meurent tous quand même, faut quand même voir, ce qui était inimaginable aux États-Unis encore une fois il y a 20 ans. Et en réalité on revient toujours sur ce personnage central de Dark Vador, y compris, je m'adresse aux spécialistes, sur le 7e de la série, où son neveu finalement a toujours Dark Vador comme réminiscence. Donc il y a une polarisation sur des personnages qui sont plus complexes, un peu comme dans le roman d'Alexandre Dumas, où le jeune D'Artagnan à 20 ans était prêt à suivre la reine, malgré le fait qu'elle trompait la confiance de la France, pour dire les choses de façon polie, et qu'elle est prête à trahir la France, alors que dans l'ouvrage, qui est beaucoup moins cité 20 ans après, on a un D'Artagnan qui se rapproche du cardinal de Richelieu, parce que finalement il s'agit de faire de la géopolitique ou des relations internationales. Donc je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'on a des séries de ce point de vue-là, qui deviennent beaucoup plus réalistes, et d'autant on sent bien que l'évolution du monde aujourd'hui les influence, d'une part, mais qu'elles en sont aussi le reflet d'autre part. Fabrice, merci beaucoup. Cette analyse conclut merveilleusement bien donc, cette saison de Il était une fois la géopolitique. Quant à nous, je vous donne rendez-vous à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bel été.